Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième partie d'une capsule divisée en 3 parties. Si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous invite à le faire. C'était il y a une semaine, donc retournez 2 épisodes en amont et vous risquez de trouver, et non vous risquez pas, vous trouverez sûrement d'ailleurs, très certainement, cette première partie de capsule avec Rudy Amselem sur laquelle on traite des avantages d'un bail commercial comparé à un bail d'habitation. Voilà, donc sur la première capsule, pour résumer, on a vu les 4 premiers points qui étaient un rendement supérieur à l'habitation, moins de risque de ne pas récupérer son dû en cas d'impayé, donc plus de sécurité en tout cas en cas d'impayé, plus de stabilité de continuité dans le cadre du profil des locataires aussi, et puis une gestion locative facilitée. Voilà, et aujourd'hui, je vous laisse avec l'épisode pour découvrir les 4 prochains avantages du bail commercial avec Rudy. Merci à tous d'être là, bonne écoute. 5e point, une concurrence moindre. Alors, qu'est-ce que j'appelle une concurrence moindre ? Il faut savoir que évidemment c'est un marché qui est dumpé, on va dire par les professionnels, et qu'il y a des grosses foncières qui sont dessus et qu'il est très délicat de se faire sa place. Mais en même temps, j'estime que c'est un marché qui est moins concurrentiel parce que on va prendre l'exemple de Saint-Étienne. Il y a une grosse folie, tout le monde s'est ambiancé sur Saint-Étienne parce que le prix au mètre carré était très bas, qu'il y avait quand même une petite vie étudiante, qu'il y avait quand même un bassin d'activité sympathique. En tout cas, la ville a été redynamisée ces derniers temps. Donc tout le monde s'est jeté sur Saint-Étienne. Tous les investisseurs Saint-Étienne. Donc à la fin, on avait la coloc à Saint-Étienne, il y en avait de partout. Il y en a encore d'ailleurs aujourd'hui, il y a un surplus de coloc à Saint-Étienne. Les studios, les 2 pièces, les colocs, tout le monde s'est jeté dessus. Et il y a eu une concurrence qui était très forte, qui ont fait monter les prix et qui finalement n'était pas forcément justifiée par rapport à ce qu'on peut louer à Saint-Étienne et par rapport après finalement aux perspectives qu'on pouvait avoir, parce que quand on achète déjà très cher, derrière certes on a peut-être encore du cash flow parce qu'à l'époque les taux étaient bas, mais le TRI est pas bon. Moi j'estime qu'il faut regarder toujours les 2 pieds, c'est-à-dire le patrimonial et 2 le cash flow. Évidemment le mieux étant d'avoir la possibilité de faire les 2, mais c'est quelque chose à vérifier. Donc voilà, ça c'est des points importants. Il y a une concurrence qui est forte parce que vous avez des formateurs qui vont vous dire allez, j'ai vu à Pau, Pau c'est génial, il y a une rentabilité qui est énorme à Pau et tout le monde fonce à Pau, et ça veut pas dire que ça l'est plus, hein. Je connais moins le marché, mais ouais, j'avais pas mal de clients à un moment qui sont rués aussi sur Pau. C'est les 2 exemples que j'ai eu, c'est Saint-Étienne et Pau. Béziers aussi très souvent, Béziers est très bien. Catastrophique. Donc il y a une grosse concurrence parce que tout le monde a voulu la même chose. Le commercial, c'est beaucoup moins concurrentiel. Alors certes, évidemment, vous n'allez pas vous acheter un local sur les Champs-Élysées tout de suite. Je vous le souhaite, mais c'est pas tout de suite. Mais dans des endroits un peu moins cotés, si on réfléchit bien, parfois il y a des politiques de la mairie de relancer le centre-ville, de faire une rue piétonne, un truc un petit peu sympa, avec des grandes terrasses. Donc vous savez très bien que tout de suite vous allez prendre de la valeur dans ce local. Allez-y, et il y aura peut-être moins de monde. D'ailleurs, la mairie préemptera d'ailleurs plus souvent des locaux commerciaux pour réhabiliter des quartiers que des habitations. Je prends un exemple à Nice, pour ceux qui connaissent le quartier Notre-Dame, qui est en plein centre, qui est un quartier qui a été un petit peu délaissé, avec des magasins qui étaient un petit peu moins bien fréquentés. La mairie Du aujourd'hui, fast-food. voilà, du fast-food, du cell phone, du téléphone à l'étranger, des épiceries ouvertes toute la nuit. C'était un peu plus compliqué en termes de fréquentation, et comme on était en plein centre, que voilà, les touristes avaient un petit peu peur, alors pourtant on était vraiment très très bien placé, collé à l'avenue Jean Médecin. La mairie aujourd'hui préempte tout. C'est simple, dès qu'il y a un local, elle préempte. Donc elle essaye justement de réhabiliter le quartier, parce qu'en soi, les habitations c'est en plein centre, donc ça va. Mais il suffit qu'il y ait quelques magasins qui soient ouverts un petit peu la nuit haute, et ça dérange tout un quartier, et ça fait perdre de la valeur au quartier. Donc en réalité, la mairie, je te rejoins, parce que je prends l'exemple de Nice, préempte complètement là-bas. Aujourd'hui, il n'y a pas un commerce qui est pas préempté par la mairie. Donc oui, il y a une réhabilitation possible, et dans ces dynamiques-là, il est très intéressant de se situer, parce que certes aujourd'hui le quartier est peut-être un petit poil en dessous, mais il est quand même bien placé, il est en plein centre, etc. Et peut-être qu'à terme, dans 10 ans, on dira mais ça valait le coup d'acheter ici. Donc ça, évidemment, il faut avoir du flair, un peu de chance parfois, un peu de flair aussi. Mais en tout cas, pour moi, il y a moins de concurrence sur le commercial parce qu'il y a moins de monde qui va dessus. La grosse foncière va pas être intéressée par certains quartiers, et les particuliers pas tant que ça non plus. Donc il peut être très intéressant de s'y pencher. Très juste. Autre point, donc là on est au point 6, j'ai noté des charges moins élevées pour le propriétaire. Donc on en revient à nos points précédents, puisqu'on en a un petit peu déjà discuté.
Ça rejoint déjà tout ce qu'on a dit. Pourquoi des charges moins élevées? Très simplement parce qu'on peut tout mettre à la charge du locataire. Je prends un exemple tout bête, très facile, taxe foncière. En habitation, c'est pour ta pomme quand tu es propriétaire, tu la payes et donc ça vient grever ta rentabilité, ton cash flow, parce que tu sais que grosso modo ça fait à peu près l'équivalent d'un mois de loyer, sachant que là j'ai vu des articles récents, il y a une augmentation de près de 60%, dans certaines villes ça monte jusqu'à 60% d'augmentation. Ouais, c'est fou. Ouais. La taxe foncière augmente, elle est à la charge de votre locataire, vous vous en souciez pas. En commercial, en habitation, vous vous en souciez. Parce que c'est plus du tout la même renta, vous avez fait des projets. Bon, certes, à mon avis, ça se joue pas sur une augmentation de taxe foncière, mais quand même, ça vient grever votre rentabilité. Donc, taxe foncière, vous l'enlevez. Question là-dessus sur le foncier, Rudy. Je suis propriétaire d'un immeuble en monopropriété. J'ai une taxe foncière sur l'ensemble de l'immeuble. Comment je peux ventiler la taxe foncière que je peux refacturer à mon locataire sans qu'il la remette en question? Normalement, tu peux ventiler justement parce que tu as découpé. Non, tu découpes pas. J'ai tout l'immeuble, j'ai 4 Alors, il locataires faut faire un habitation. prorata. Prorata au mètre carré? En surface? Ouais, par exemple, prorata, tu fais un prorata qui te permet de dire, grosso modo, voilà, j'ai 1000 mètres carrés, il y a 200 qui sont dédiés au commercial, donc je prends un cinquième. Alors que normalement, l'immobilier commercial est plus taxé que l'immobilier d'habitation, non? Ouais, mais après, difficile honnêtement. Ouais. Moi, j'aurais fait comme ça. Peut-être après voir avec une agence de gestion locative qui est spécialisée dans l'immobilier commercial, qui a peut-être une approche différente. J'avoue que j'ai pas eu le cas. En tout cas, je pense qu'après, c'est pas spécialement contestable si tu le fais au mètre carré. Maintenant, si c'est plus taxé et que tu as des exemples justement dans un immeuble, par exemple à côté du tien, dans lequel il y a à peu près la même taxe foncière et le locataire commercial il paye tant, tu peux t'en approcher. Ok. De toute façon, ce sera sujet à discussion. Maintenant, est-ce que ton locataire contestera? Ça, j'en suis pas certain. Ok. Non, mais c'est pour savoir si tu avais eu, tu vois, si tu avais eu écho de jurisprudence un peu, parce que Non, tu sais, pas sur ce sujet. je pense qu'il existe un procès pour tout. Donc, du coup, je me dis qu'il y a forcément quelqu'un qui a mis quelqu'un au tribunal pour ça, quoi. Non, mais même mieux. C'est-à-dire que s'il paye pas et que dans la taxe foncière, tu réclames en disant voilà, il m'a pas payé 6 mois de loyer plus la taxe foncière 2022. Moi, en tout cas, si j'étais l'avocat du locataire, je le ferais. Je te dirais bon justifie-moi de la taxe foncière parce que si t'en justifies pas, pour moi, elle est pas due. Bah oui. Et donc, en plus devant le juge des référés, juge de l'évidence, puisque quand on assigne, comme on va aller vite en expulsion, on va aller au référé. Juge de l'évidence, moi c'est sûr que je le soulève. Si je suis côté locataire, je m'en prive pas. Je vais dire attendez, monsieur le juge, vous êtes juge de l'évidence. Taxe foncière n'est pas évidemment justifiée, elle n'est pas complètement certaine. Donc c'est pas à vous de statuer, on verra devant le juge du fond. Et là, on part sur 4 ans de procédure. Donc ouais, ça c'est un sujet. C'est un sujet. C'est pour ça qu'à mon avis, il vaut mieux lui dire voilà, j'ai fait tel calcul. Et après, il vaut ce qu'il vaut, mais Et ça, tu peux le mettre dans le bail, ton mode de calcul, pour te sécuriser, justement, pour être de bonne foi. oui, bien sûr. Il serait même d'ailleurs très intéressant de le mettre dans le bail. Ouais. Au moins, il peut pas venir te retoquer là-dessus et remettre en C'est question ton ça, en calcul. disant que voilà, on a fait un calcul qui vaut ce qu'il vaut et que le calcul est accepté par le locataire aujourd'hui. Donc, qui représenterait un cinquième de la totalité de l'immeuble, par exemple, si tu as un cinquième. Ouais, Donc, ok. tous les ans, tu lui fais un cinquième de ça. Ça me paraîtrait beaucoup plus logique. En tout cas, pour en revenir au sujet des charges, tu peux tout mettre, que ce soit l'entretien, par exemple, des parties communes, de la copro, si c'est un local commercial dans une copro, les taxes d'ordures ménagères, l'ascenseur, énormément de charges qu'on peut mettre à la charge du locataire. On peut tout mettre. Même l'établissement du nouveau bail, par exemple, quand on fait un renouvellement du bail, à la charge du locataire, les frais s'il y a une révision du bail, tout ce qui va être touché, tout mettre à la charge du locataire. Donc, sauf ce que j'expliquais tout à l'heure, les gros travaux, tout simplement. Donc là, tout ce qui va toucher à la structure. Donc, évidemment, moins de charges, mais une meilleure rentabilité. Et on se prémunit aussi des aléas d'une augmentation soudaine des charges, des aléas d'une augmentation soudaine de la taxe foncière, comme c'est le cas aujourd'hui. On évite tous ces aléas. On enchaîne directement, la transition est toute faite sur le point 7. Pas d'encadrement des loyers sur la relocation d'un bien. Par exemple, dans les grandes villes, je pense notamment à Paris, il me semble que Lille l'a fait aussi. Lyon aussi. Alors Lyon, oui, c'est possible. On a un bien, on veut le relouer, on peut pas le relouer plus cher. La personne est partie, on peut pas le relouer plus cher parce que on vous dit ou alors c'est subordonné à des travaux, etc. Ça, en commercial, il n'y en a pas. Vous louez au prix du marché. Donc votre locataire est parti, vous relouez. Après, évidemment, l'offre et la demande, ça c'est la règle, ça peut être moins, ça peut être plus. C'est généralement toujours un peu plus parce que dans le temps, ça augmente. Mais en tout cas, vous louez à la valeur locative et pas à une ancienne valeur qui est complètement désuète et qui a plus de sens, alors que votre bien, il va valoir beaucoup plus parce qu'avec le temps, il va prendre de la valeur. Je prends un exemple tout bête. Plein centre de Paris. Évidemment, tous les ans, ça augmente. Bon, après, quelques touches, notamment en ce moment, on parle de légère régression, mais à voir sur le long terme. En tout cas, sur du long terme, ça augmente. C'est factuel, l'immobilier.
vous allez avoir donc votre appartement que vous avez acheté peut-être 600, 700 000 euros qui va valoir à terme 1 million. Et vous avez toujours un loyer qui est en réalité avec 700, 800 euros qui va augmenter tout doucement. Donc, fictivement, ton rendement est moindre. Et physiquement, le rendement est bien moindre. Et donc, vous vous retrouvez avec de l'argent que s'il avait été monopolisé ailleurs, vous auriez pu faire d'autres actions. Donc, c'est une difficulté. Là, vous n'avez pas cette difficulté-là. Il n'y a pas d'encadrement sur les loyers. Vous êtes beaucoup plus tranquille. Alors, le seul hic, c'est que 2022 et 2023, il y a un indice quand même d'indexation des loyers. On met de côté le sujet relocation. Donc, la relocation, c'est à la valeur locative. Point. Vous trouvez un client, peu importe le prix. Le locataire, il accepte ce prix. Offre et demande. L'offre et la demande se réunissent. Le contrat est formé. C'est très bien. Maintenant, dans le cadre de l'exploitation de votre bail, si on estime que dans le cadre de l'exploitation de votre bail, il y a un indice, vous avez la possibilité d'indexer tous les ans le local. C'est la première fois en 2022 et 2023. Comme l'indice est notamment indexé sur l'inflation, il a explosé. Et donc, pour éviter d'avoir des indices qui explosent pour que les locataires se retrouvent à la gorge, on a limité à 3,5 en 2022 et 3,5 en 2023 sur l'immobilier commercial. Parce que sinon, effectivement, ça explosait parce qu'il y avait une partie de l'indice qui était facteur de l'inflation. Et comme l'inflation a explosé, on s'est retrouvé très rapidement avec des taux qui montraient trop. Sur l'habitation aussi, ça a été capé. Bien sûr, mais non, mais pour dire, dans le commercial, c'est un des rares cas où on capte. Ce qui est assez rare. Justement, c'est pour dire que c'est tellement rare que je le souligne qu'en habitation, c'est pas choquant parce que le logement, ça touche à tout le monde, etc. Sur le commercial, on a moins d'appréhension à ce que le marché régule, notamment la valeur, ce que j'ai parlé tout à l'heure de valeur locative, c'est le marché qui se régule. Si ça vaut plus, ça vaut plus. Là, en l'occurrence, il y a quand même un des rares cas, donc je le mets quand même, je l'indique, pour pas dire que ce qui va bien. Ça arrive que le gouvernement, ou en tout cas le Parlement, vote une loi qui permet de caper cette augmentation-là. Ça sera pas tous les ans, mais voilà, c'est juste à souligner que c'est assez exceptionnel. Et de manière exceptionnelle, ça peut arriver. En tout cas, sinon, le loyer commercial ne dépend que de l'offre et de la demande. Ça, c'est quand même une différence qui est majeure. Le point 8, l'expulsion facilitée. On en a déjà parlé. Tout simplement pourquoi ? On a une procédure qui est simplifiée parce que vous avez la possibilité, comme j'ai expliqué tout à l'heure, déjà, comme il y a un règlement par trimestre, généralement, vous avez la possibilité de savoir tout de suite s'il vous doit vite le trimestre ou pas. Parce que mine de rien, beaucoup de bailleurs me disent quand ils sont en local d'habitation, bon, il a pas payé un mois, on va voir. Puis le deuxième mois, il dit oui, mais je vais le faire, mais c'est compliqué. Puis le troisième mois, je vais le faire. Et là, vous avez perdu beaucoup de temps. Là, dès le 5 janvier, s'il a pas payé le trimestre, vous avez compris qu'il ne paiera pas, ou en tout cas qu'il est en difficulté. Et donc, il faut agir. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite la signer, mais vous savez, par exemple, vous pouvez déjà faire un commandement de payer. Ça vous permet d'avoir le délai qui commence à courir. Vous faites votre commandement de payer, il y a un mois, alors qu'en bail d'habitation, il y a maintenant 6 semaines, mais à l'époque, c'était 2 mois. Donc bon, vous avez quand même un délai qui est réduit, donc c'est toujours plus intéressant. Et autre point très intéressant, j'ai constaté ça d'expérience, mais je le vois sur Nice et Grasse, parce que c'est les barreaux où j'interviens, enfin les tribunaux où j'interviens le plus régulièrement. Vous avez des dates beaucoup plus rapides en commercial qu'en habitation. C'est pas les mêmes tribunaux. Tribunal judiciaire classique pour le commercial, et c'est le tribunal qu'ils appellent le JCP, juge des contentieux et de la protection, qui a une compétence exclusive en bail d'habitation, qui est submergé. Et donc, je vous donne un exemple. J'ai eu deux expulsions à faire là, récemment, fin juillet. Donc, j'ai demandé une date fin juillet pour l'expulsion en commercial. J'ai une date le 30 août, donc quand même ultra rapide en commercial. En habitation, fin juillet, j'ai demandé une date, j'ai eu le 6 novembre. Ouais, ça, on en avait parlé dans la capsule sur l'expulsion. Donc, il y a quand même une différence énorme. D'autant plus derrière qu'il n'y a pas de trêve hivernale. Et encore plus, le préfet a beaucoup moins de difficultés à expulser une société qui, par définition, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de vieillards, il n'y a pas de femmes enceintes. C'est des sujets. Il n'y a pas de connotation politique et sociale. Beaucoup moins. En tout cas, il y en a, mais beaucoup moins. Parce que il faut être honnête, même si on a beau dire, moi je fais beaucoup pour les bailleurs de procédures d'expulsion, mais quand il y a une femme avec des enfants, avec un bébé, qui est elle-même encore enceinte, etc., il est plus délicat de les mettre sur le pas de la porte. Bon, quand on a une entreprise, l'entreprise, elle met la clé sur la porte. S'il y a du stock, on les enlève, etc. Mais je veux dire, c'est beaucoup moins délicat. Et donc, en plus, pendant la période de trêve hivernale, le préfet n'a que vous. En tout cas, il peut accorder la force publique que sur les projets commerciaux. Donc, vous avez quand même, entre guillemets, une priorité d'achat, d'expulsion, qui est intéressante puisque pendant 6 mois, grosso modo, il y a que les expulsions commerciales qui ont lieu. Donc, vous avez une expulsion qui est vraiment facilitée à tout point de vue. Et donc, forcément, si vous avez une meilleure expulsion, vous avez aussi une meilleure rentabilité parce que il faut le prendre en compte, ce facteur risque. Je pense que tout investisseur le prend en compte sur de l'immobilier d'habitation.
eh ben, on peut le prendre en compte dans le commercial parce que ça existe, mais il est moindre. On sait qu'en, grosso modo, en un an, on a une expulsion. En commercial, on va plutôt toucher du 2-3 ans en habitation. C'est pas la même chose. Donc, une expulsion facilitée, c'est vraiment important. Donc, on peut se prémunir, comme on l'a vu tout à l'heure, mais en plus, si jamais vraiment il n'y a plus rien, il est plus simple d'expulser. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour cette deuxième partie de capsule sur le bail commercial. Et pour résumer très rapidement, on a vu aujourd'hui 4 nouveaux points avec Rudy. Le 5e point, c'était la concurrence moindre sur le marché secondaire, on va dire. Donc même si en face, on a des gros propriétaires, bailleurs et investisseurs, bailleurs professionnels, donc sur du local commercial, du bureau, etc. On a aussi peut-être des petits centres-villes qui sont un peu délaissés par tous ces gros faiseurs. Et on a moins de concurrence aussi, puisque vous, même auditeurs, vous êtes plutôt, on va dire, sur de l'investissement d'habitation. Donc du coup, il y a moins de concurrence sur le local commercial, on va dire le petit local commercial, mais également des plus gros qui intéressent moins aussi des grosses foncières, par exemple. Voilà. Donc ça, c'était le 5e point, une concurrence moindre sur le marché secondaire, dira-t-on. Et puis un 6e point qui sont la refacturation des charges intégralement, donc la taxe foncière, toutes les charges, la taxe ordure ménagère évidemment, mais aussi toutes les autres charges qui peuvent être refacturées aux locataires. Donc très intéressant aussi dans ce cadre-là, chose que vous ne pouvez pas forcément faire avec un bail d'habitation. Et c'est ce qui nous amène d'ailleurs à recouper le point 1 qui nous amène à un rendement supérieur au bail d'habitation, puisque le rendement net se rapproche plus du rendement brut dans ce cadre-là. 7e point, pas d'encadrement des loyers, donc pas de plafonnement des loyers, pas d'encadrement aussi des révisions de loyers. Donc ça, c'est très intéressant. Mais on peut voir aussi que ça peut être capé sur certaines conditions, par exemple notamment en cas de forte inflation. Donc voilà, en tout cas, réécoutez ce point, c'est très intéressant sur le non-encadrement des loyers. Et puis le dernier point du jour, c'était une expulsion facilitée, puisqu'effectivement les délais sont raccourcis, mais aussi, là, on va dire que le préfet, par exemple, en tout cas la préfecture, peut être beaucoup plus, on va dire, flexible avec le fait de mettre et d'autoriser une expulsion d'un locataire professionnel par rapport à un locataire d'habitation. Et Rudy cite à juste titre que, évidemment, c'est plus compliqué d'expulser une famille avec plusieurs enfants et une femme enceinte, par exemple, ou des personnes âgées, évidemment, qu'un locataire commercial. Ouais, là, il y a peut-être un peu moins de, on va dire, de notions sociales et politiques aussi dans tout ça. Donc voilà pour les 4 points, on en est à 8. Il en reste encore 4 plus les bonus. Donc je vous invite à être là direct sur votre téléphone, votre appli, ce que vous voulez pour écouter la prochaine capsule qui aura lieu la semaine prochaine et qui nous permettra de clôturer cette série de 3 capsules, en tout cas cette grosse capsule divisée en 3 parties, on va dire, sur les avantages d'un bail commercial. Voilà. Merci encore à tous d'être là. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. À très vite. Ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.